C'est l'heure où tous les chevaux tapent du pied dans toutes les écuries. Ici, c'est mère qui allume la lanterne. À côté, c'est une autre femme. Plus loin, ça en est une autre. Dans toutes les maisons, on est en train de se tourner lentement pour aller donner aux bêtes. Cela fait une sorte de remue-ménage qui grommelle à travers les murs avec des mots soudain très rassurants de pieds frottés, d'anneaux, de lanternes qui teintent. Ici, comme à côté, comme tout le long de la rue, comme tout le long de toutes les petites rues du village, comme dans toutes ces maisons isolées du quartier des Pelouzères. Les écuries énormes sont voûtées, se touchent toutes, s'arc-boutent les unes contre les autres, non seulement par les piliers, les murs maîtres, les clés qui s'enchevêtrent de voûte à voûte, sans se soucier de propriétaires, de Jacques, Pierre, Paul, mais dans tout le village il y a un entremêlement souterrain de bruit, de bridons, de bas-flancs, de bêlements, de fer, de fourches, de seaux d'eau, de suintements d'auge, de mots, de noms de bêtes, bijoux, cavales, et rousses et grises. Tout ça avec le bon sens que donne aux choses humaines l'englobement des voûtes de cavernes. Ces cavernes qui ont été la première armure et dont on retrouve ce soir la magnifique protection. Oui, il faudrait beaucoup d'enfants et des mâles, et des grands mâles. Et il faudrait habiter ces étables voûtées, ces cavernes où l'on se sent parfaitement à l'abri, non pas ces murs droits, ces angles comme là-haut qui font carton, qui font pas solide, qui font pas sérieux, qui font 1843 moderne, pendant que dehors, dans des temps qui ne sont pas modernes mais éternels, rôdent les menaces éternelles. Ce qui est bon, c'est la voûte. C'est la chaleur des bêtes, c'est l'odeur des bêtes, c'est le bruit de la mâchoire qui mâche le foin, c'est voir ces grands beaux ventres de bêtes paisibles. C'est ici vraiment que ça fait famille et humanité. Et père a laissé son fusil contre le bas-flanc et mère caresse les cheveux de petite sœur. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas et disent « ce sont des rustres, des cutéreux, la vie se chargera ». De le leur faire comprendre un jour ou l'autre. Elle ne manque pas d'assassins à foulard, de découpeurs d'hiéroglyphes de sang, d'hiver 1843, de saisons, de mois, de jours, d'heures, de minutes, de secondes et même de centièmes de secondes à étiquettes qui leur feront soudain non seulement le cul mais l'esprit terreux. À l'heure où l'on comprend, sans avoir besoin de dessin, qu'on n'a jamais rien inventé et qu'on n'inventera jamais rien de plus génial que la voûte. Pendant qu'autour de la nudité et de la solitude, le rôdeur rôde. Mais il fallait remonter. Le colporteur a beau ne passer qu'une fois par an, il laisse quand même assez de veiller des chaumières à 2 liards pour qu'on connaisse jusqu'ici Garibaldi, le maréchal Prime et les exigences de la liberté. Déjà, on ne peut plus ignorer son siècle nulle part. Il faut préférer la peur à la voûte. On plaçait de nouveau le fusil à portée de la main, sur la table à côté de l'assiette de soupe. Les volets sont fermés, la porte est barricadée, on ne voit pas la nuit, on sait seulement que la neige s'est remise à tomber. On fait le moins de bruit possible en respirant, pour être certain de ne perdre aucun des bruits que fait le reste du monde, pouvoir bien interpréter, savoir d'où ils viennent, si c'est de la branche de saule qui craque maintenant sous un nouveau poids de gel, si c'est ce papier collé sur une vitre cassée qui bourdonne ou qui tamboure, si c'est la clanche qui grelotte, un été qui geint, des rats qui courent, encore 15 heures à attendre, naturellement. Attendre, attendre. Le printemps vient, il en est de ça comme de tout. Le printemps arriva, vous savez comment il est, saison grise. Pâture en poils de renard, neige en coquilles d'œufs sur les sapinières, des coups de soleil fous couleur d'huile, des vents en tôle de fer blanc, des eaux, des boues, des ruissellements et tous les chemins luisants comme des baves de limaces. Les jours s'allongent et même un soir, il fait déjà jour jusqu'à 6 heures. Il suffit d'un peu de bise du nord pour qu'on entende comme un grésillement la sortie des écoles de Saint-Maurice. Tous ces enfants qu'on lâche dans la lumière dorée de l'air qui pétille comme de l'eau de Cels. Depuis longtemps, on avait revu la pointe du clocher au-dessus de la girouette. On avait revu les prés de Bernard, les clairières, la plainie, le jocon.
On avait revu que les pistes qui montent sur le Joconde, beau monter raide, elles ne vont pas dans les nuages. Il y a le ciel, un beau ciel, couleur de gentiane, de jour en jour plus propre, de jour en jour plus lisse, englobant de plus en plus des villages et des pentes de montagnes, des enchevêtrements de crêtes et de cimes, peut-être même trop. Marie Chazotte, évidemment, on y pensait, mais il y a tout. On y pensait parce qu'on ne l'avait pas trouvé. La vérité est que si on l'avait trouvé, on l'aurait enterré au cimetière. C'est-à-dire qu'on y aurait pensé tout un jour, un bon coup comme il se doit, et après, vogue la galère comme il se doit. Mais Berg avait eu beau vadrouiller et inspecter, et même renifler dès qu'il commençait à faire un peu chaud. Rien. Les vallons, perdus ou pas perdus, sentaient la flouve, le foin et le cailloulet. Il fallait en faire son deuil. Deuil pour la mère Chazotte, en tout cas, qui ne savait plus quelle contenance prendre. Où aller porter des fleurs? Quoi faire à quoi? Où était-elle? Admettez qu'elle soit en voyage chez ses cousines, ailleurs ou en condition, à Grenoble, ce serait pareil. C'est ce qu'elle avait l'air de dire avec son visage ébahi et ses bras ballants devant ce printemps qui ne rendait rien cette fois, comme il est d'usage pour ceux qui se perdent pendant l'hiver. Blague à part, rongé d'un gros chagrin sans précédent, à qui on ne pouvait apporter aucune consolation. Ici, il faut parler d'un Frédéric, le grand-père. Appelons-le Frédéric II, puisque la Syrie a commencé à fonctionner avec Frédéric Ier et a continué à fonctionner sous Frédéric II, Frédéric III, jusqu'à celui de maintenant, Frédéric IV. Parlons du II. Il profita du printemps pour nettoyer ses biefs qui sentaient mauvais. Il monta 100 mètres au-dessus de la roue, détourna le canal dans le torrent et avec ses 2 pieds montait. Il se mit à focarder soigneusement les herbes et à pelleter de gros gâteaux de cette boue noire qui puait comme 100 000 diables. Mais il n'était pas délicat sur l'odeur. « Tu nous emboucanes » lui dit Berg. « Eh » dit Frédéric II, « qu'est-ce que tu veux? Il faut bien le faire. » Et chose extraordinaire, c'est Frédéric II et Berg qui dit, est-ce l'un, est-ce l'autre, qui l'a dit le premier, l'ont-ils dit tous les deux ensemble? C'est pas autre chose que de la fumure. Tu devrais ou je devrais en mettre au pied du hêtre, ça lui ferait du bien. Ils ont pensé au hêtre tout naturellement parce il est toujours près du canal et surtout parce que c'était déjà le plus beau hêtre qu'on ait jamais vu. Dans le printemps, c'est un dieu, avec son épais pelage de bourgeon qui le couvre comme de la dépouille d'un de ces énormes taureaux d'or du temps d'avant les voûtes. Et ils entassèrent de cette boue puante contre le pied du hêtre, tous les 4. Les 2 pieds montaient, Frédéric II et Monberg à qui on prêta une pelle. Va pour les 2 pieds montaient dont on ne parlera plus jamais. Pour Frédéric II et Monberg, c'est à noter. Et qu'il l'ait fait juste ce printemps de 1844, aux premières chaleurs, quand tous les vallons sentaient la flouve, après cet hiver de 43 pendant lequel Marie Chazotte a disparu, la première. Au cours de l'été, il y eut de nombreux orages, et notamment un si brusque et si violent qu'un afflux extraordinaire d'eau ayant envahi le canal, si bien nettoyé, faillit emporter la roue à aube de la Syrie, si bien qu'un jour où le tonnerre avait recommencé à péter sec, dès que les gouttes se mirent à claquer par-ci par-là comme des écus, Frédéric II courut en amont vers la martelière à vis pour détourner l'eau dans le canal de Perthes. Le temps de faire son affaire, il revenait en courant dans des rafales déjà très épaisses, des taillis d'éclairs et des ombres à couper au couteau, quand il aperçut un homme qui s'abritait sous le hêtre. Il lui cria de s'amener, mais l'homme parut ne pas entendre. C'est enfantin. On ne s'abrite pas sous un arbre en temps d'orage, encore moins sous un arbre de l'envergure et de l'envolée de ce être divin. Et surtout pas un de ces orages d'ici qui sont d'une violence terrifiante. De dessous son hangar, Frédéric II voyait pourtant cet homme dénaturé, adossé contre le tronc du hêtre dans une attitude fort paisible, même abandonné dans une sorte de contentement manifeste, comme s'il chauffait ses guêtres à quelques cheminées de cuisine. Il se dit, c'est un pauvre couillon, de qui c'est d'où? Il pensait à ces commis voyageurs qui viennent ici l'été pour réassortir les outils agricoles et faire de la réclame pour les machines. Finalement, l'orage ne faisait que croître et embellir, l'eau s'écroulant à mur. Et quelques coups ayant pété pas trop loin, il se dit « C'est bête de laisser ce type là-bas dessous. Est-ce qu'il ne voit pas qu'il y a de l'abri ici ?» Il se mit un sac en capuchon sur la tête. Il courut à l'arbre, prit l'homme par le bras et lui dit
Venez donc, sacrée sorte d'emphysème. Il le tira et il était temps. Les oreilles leur en sonnèrent, tellement qu'ils ne restèrent pas sous le hangar, mais entrèrent dans le cagibi de l'engrenage. « Eh bien, vous voyez, dit Frédéric II. « En effet, dit l'homme. »« Et d'où êtes-vous donc, dit Frédéric II. »« De Chichiliane, dit l'homme. Sur le coup, vous savez, Chichiliane ou Marseille, ou le pape, c'est pareil. Et après, Chichiliane, c'est non plus pas grand-chose, car à Chichiliane, les gens sont peut-être plus bêtes qu'ici, ce qui est généralement le cas. » Frédéric II, il se contenta de cette explication pour comprendre pourquoi cet homme restait sous le être volontairement. Car l'homme avait bel et bien entendu le premier appel, il le dit très franchement. D'ailleurs, il avait bien vu qu'à 10 mètres derrière lui, il y avait le hangar de la Syrie, il n'était pas aveugle. Mais vous savez, il y a des gens timides, et même pas des gens bêtes. Frédéric II pensait qu'il était bête. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir un portrait de Frédéric II? Il y en a un chez Frédéric IV. On voit tout de suite que c'est un homme qui croit à la bêtise des autres. Il n'interrogea pas l'homme de Chichiliane. Il se demandait seulement si sa martelière tiendrait le coup. Il ne le regarda pas non plus. Ils restèrent cependant plus d'une heure accroupis, l'un près de l'autre dans le petit cagibi aux engrenages, si près qu'ils se touchaient de l'épaule et du bras. On eut ensuite de très belles journées. Je dis « on ». Naturellement, je n'y étais pas, puisque tout ça se passait en 1843, mais j'ai tellement dû interroger et m'y mettre pour avoir un peu du fin mot, que j'ai fini par faire partie de la chose. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y eut un de ces automnes opulents que nous connaissons, vous et moi. Je suppose que vous savez où l'automne commence. Il commence exactement à 235 pas de l'arbre marqué M312. J'ai compté les pas. Vous êtes allé au col de la Croix? Vous voyez la piste qui va au lac du Lauzon, à l'endroit où elle traverse les prés à chamois, en pente très raide. Vous passez deux crevasses d'éboulis assez moches. Vous arrivez juste sous l'aplomb de la face ouest du Ferrand. Paysage minéral parfaitement tellurique. Gneiss, porphyre, grès, serpentine, schiste pourri. Horizon entièrement fermé de roches acérées. Aiguilles de luce, canines, molaires, incisives, dents de chien, de lion, de tigre et de poisson carnassier. De là, à votre gauche, piste pour les cheminées d'accès du Ferrand. Alpinisme, panorama. À votre droite, traces imperceptibles dans des pulvérisations de rochasses couvertes de diatomées. Suivre ces traces qui contournent un épaulement et, dans un creux, comme un bol de faïence, trouver le plus haut quadrillage forestier, peut-être 200 arbres avec à l'orée nord un frêne marqué au minimum M312, là-bas devant et à 235 pas, planté directement dans la pente de la faïence, un autre frêne. C'est là que l'automne commence. C'est instantané. Est-ce qu'il y a une sorte de mot d'ordre donné hier soir pendant que vous tourniez le dos au ciel pour faire votre soupe? Ce matin, comme vous ouvrez l'œil, vous voyez mon frêne qui s'est planté une aigrette de plumes de perroquet jaune d'or sur le crâne, le temps de vous occuper du café et de ramasser tout ce qui traîne quand on couche dehors. Et il ne s'agit déjà plus d'aigrettes, mais de tout un casque fait des plumes les plus rares, des roses, des grises, des rouilles, puis ce sont des buffleteries, des fourragères, des épaulettes, des devants entiers, des cuirasses qu'il se pend et qu'il se plaque partout. Et tout ça est fait de ce que le monde a de plus rutilant et de plus vermeil. Enfin, le voilà dans ses armures et fanfreluches complètes de prêtres guerriers qui frottaillent de petites crécelles de bois sec. M312 n'est pas en reste. Lui, ce sont des homus qu'il se met, des soutanes de miel, des jupons d'évêques, des étoiles couvertes de blasons et de rois, de cartes. Les mélèzes se couvrent de capuchons et de limousines en peau de marmotte. Les érables se guêtrent de housseaux rouges, enfilent des pantalons de zouaves, s'enveloppent de capes de bourreaux, se coiffent du béret des Borgias. Le temps de les voir faire et déjà les prairies à chamois bleuissent de col chic. Quand en retournant, vous arrivez au-dessus du col, la Croix, c'est d'abord pour vous trouver en face du premier coucher de soleil de la saison, du bariolage barbare des murs. Puis vous voyez en bas cette conque d'herbe qui n'était que le foin lorsque vous êtes passé il y a 2 ou 3 jours, devenu maintenant cratère de bronze, autour duquel monte la garde, les Indiens, les Aztèques, les pétrisseurs de sang, les batteurs d'or, les mineurs d'ocre, les papes, les cardinaux, les évêques, les chevaliers de la forêt, entremêlant les tiares, les bonnets, les casques, les jupes, les chairs peintes, les pans brodés, les feuillages d'automne, des frênes, des hêtres, des érables, des amelanchiers, des ormes, des roures, des bouleaux,
des trembles, des sycomores, des mélèzes et des sapins dont le vert noir exalte toutes les autres couleurs. Chaque soir, désormais, les murailles du ciel seront peintes avec ces enduits qui facilitent l'acceptation de la cruauté et délivrent les sacrificateurs de tout remords. L'ouest, badigeonné de pourpre, saigne sur des rochers qui sont incontestablement bien plus beaux sanglants que ce qu'ils étaient d'ordinaire rose satiné ou du bel azur commun dont les peignaient les soirs d'été, à l'heure où Vénus était douce comme un grain d'orge. Un blême vert, un violet, des taches de soufre et parfois même une poignée de plâtre, là où la lumière est la plus intense. Cependant que, sur les 3 autres murailles, s'entassent les blocs compacts d'une nuit non plus lisse et luisante, mais louche et agglomérée en d'inquiétantes constructions. Tels sont les sujets de méditation proposés par les fresques du monastère des montagnes. Les arbres font bruire inlassablement dans l'ombre de petites crécelles de bois sec. Le hêtre de la Syrie n'avait pas encore, certes, l'ampleur que nous lui voyons, mais sa jeunesse, enfin, tout au moins par rapport à maintenant, ou plus exactement son adolescence, était d'une carrure et d'une étoffe qui le mettait à 100 coudées au-dessus de tous les autres arbres, même de tous les autres arbres réunis. Son feuillage était d'un dru, d'une épaisseur, d'une densité de pierre, et sa charpente, dont on ne pouvait rien voir tant elle était couverte et recouverte de rameaux plus opaques les uns que les autres, devait être d'une force et d'une beauté rares pour porter avec tant d'élégance tant de poids accumulé. Il était surtout, à cette époque, pétri d'oiseaux et de mouches. Il contenait autant d'oiseaux et de mouches que de feuilles. Il était constamment charrué et bouleversé de corneilles, de corbeaux et d'essaims. Il éclaboussait à chaque instant des vols de rossignols et de mésanges. Il fumait de bergeronnettes et d'abeilles. Il soufflait des faucons et des taons. Il jonglait avec des balles multicolores de pinsons, de roitelets, de rouge-gorge, de pluviers et de guêpes. C'était autour de lui une ronde sans fin d'oiseaux, de papillons et de mouches, dans lesquels le soleil avait l'air de se décomposer en arc-en-ciel, comme à travers des jaillissements d'ambre. Et à l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses 1000 bras entrelacés de serpents verts, ses 100 000 mains de feuillage d'or jouantes, avec des pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment pas un arbre. Les forêts, assises sur les gradins des montagnes, finissaient par le regarder en silence. Il crépitait comme un brasier. Il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpe, si frémissant, si mordoré, si inlassablement repétri par l'ivresse de son corps qu'on ne pouvait plus savoir s'il était enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux. Les forêts, assises sur les gradins de l'amphithéâtre des montagnes, dans leur grande toilette sacerdotale, n'osaient plus bouger. Cette virtuosité de beauté hypnotisée comme l'œil des serpents ou le sang des oies sauvages sur la neige. Et tout le long des routes qui montaient ou descendaient vers elle, s'alignait la procession des érables ensanglantés comme des bouchers. Ce qui n'empêcha pas l'hiver 1844 d'arriver, au contraire. Et Berg disparut. On ne s'en aperçut pas tout de suite. Il était célibataire et personne ne put dire à quel moment exactement il avait manqué au monde. Il braconnait. Il chassait les choses les plus invraisemblables. Il aimait la nature. Il restait parfois absent une semaine. Mais en hiver 44, on s'inquiéta au bout de 4 ou 5 jours. Chez lui, tout était placé de façon à faire craindre le pire. Sa porte d'abord n'était pas fermée, ses raquettes et son fusil étaient là, sa veste doublée de peau de mouton était pendue à son clou. Plus triste encore, son assiette contenant les restes figés d'un civet de lapin, où l'on voyait les traces qu'avait faites. Un morceau de pain en ramassant la sauce était sur la table, à côté d'un verre à moitié plein de vin. Il devait être en train de manger quelque chose. Quelqu'un lui avait dû appeler dehors. Il était sorti tout de suite, sans peut-être finir d'avaler sa bouchée. Son chapeau était sur le lit. Cette fois, ce fut une terreur de troupeau de moutons, en plein jour, bas, sombre, bleu,
neige, nuages coupant la flèche du clocher. On entendit les femmes pleurer, les enfants crier, les portes battre. Il fallut la croix et la bannière pour se mettre à décider quelque chose. Tout le monde parlait des gendarmes. Personne ne voulait aller les chercher. Il fallait faire 3 lieues dans la solitude, sous le ciel noir, et du moment qu'il s'agissait de Berg, un homme fait, costaud, courageux, le plus malin de tous. Personne ne se sentait assez costaud, assez courageux et assez malin désormais. Enfin, ils finirent par accepter d'y aller 4, tous ensemble. On s'était même écarté de la maison de Berg comme d'une maison de pestiférés. Elle bâillait, à même la neige de la rue, de sa porte grande ouverte que personne n'avait eu le courage de refermer, et le ciel, au-dessus de toutes les têtes, paraissait plus noir que l'intérieur de cette maison. Au moment du départ des 4 émissaires pour la gendarmerie royale de Clel, toute la population du village vint piétiner silencieusement autour d'eux qui, fort grave et assez blême sous les barbes, mettaient l'arme à la bretelle et assuraient sur leurs vestes fourrées des ceintures pleines de cartouches à sanglier, un arsenal de couteaux tranchants, lames nues et même une petite hache. Ils chaussèrent finalement leurs raquettes. On les vit monter très lentement le coteau derrière lequel passe la grande route, puis disparaître. Il ne restait plus qu'à se barricader. On imagine facilement les récits que ces 4 hommes firent à la gendarmerie de Clel après une marche de plusieurs lieues en pleine solitude au déclin du jour. Malgré le temps bouché et l'état des routes qui permettaient mal les voyages rapides, il dut y avoir tout de suite un échange assez vif d'estafettes entre les casernes de Mans et de Monetier, car dès 11 heures de la nuit arriva au village, en plus des 4 émissaires qui la guidaient, une petite compagnie de 6 gendarmes à cheval, avec armes et bagages, et un capitaine nommé Langlois. C'étaient tous de vieux soldats, ils se mirent tout de suite à grognarder, avec tant d'aisance qu'on se sentit entièrement rassuré. Ils mirent leur bidet en réquisition dans les écuries, et ils firent un bivouac pour la garde en pleine place du village, avec une guérite en planche, sentinelle, patrouille, mot de passe et tout. Langlois sortit de son havresac une très longue pipe en terre et, installé derrière les vitres du café de la route, il dirigea les opérations. Malgré cette longue pipe en terre, des pantoufles fourrées et une casquette en poil de bichard dans laquelle il abritait ses oreilles, Langlois était un sacré lascar. Il éclaira un peu les choses d'un jour sinistre, mais d'un jour. La table sur laquelle Berg avait pris son dernier repas était placée devant une fenêtre. Cette fenêtre donnait non pas sur la rue, mais sur des prés. Langlois s'assit à la place où Berg s'était assis pour manger le civet. Langlois fit les gestes de Berg, mangeant son civet et trempant dans la sauce ce morceau de pain qui avait laissé des traces dans le gras figé. Ce faisant, Langlois fut amené à regarder à travers la fenêtre et il demanda « Ça donne vers quoi, ce côté-là » Il fallait bien le demander, car ce côté-là, comme les autres en cette saison, s'adonnait sur de la neige et du coton gris, bleuâtre et noir. Ça donnait sur la route d'Avers. Langlois envoya chercher ses bottes. En attendant qu'on les lui apporte, il expliqua qu'à son avis, Berg était là, en train de manger, quand il avait dû voir quelque chose d'extraordinaire qu'il avait attiré dehors tout de suite. Une fois chaussés, Langlois et un de ses hommes partirent dans la direction qu'avait dû suivre Berg. Ils n'allèrent pas loin, ils allèrent jusqu'à l'endroit où la brume et le nuage commençaient à les effacer. Là, ils firent des gestes pour qu'on aille les rejoindre. Pendant qu'on allait vers eux, ils avancèrent encore d'une 20aine de pas, c'est-à-dire que par rapport au village, ils entrèrent carrément dans le nuage. Du village, on ne les voyait certainement plus. Ceux qui allaient les rejoindre les voyaient encore parce qu'ils s'approchaient d'eux. Ils étaient penchés sur quelque chose. Ce n'était pas Berg. C'était un grand piétinement de pattes de corbeau, en fouillant la neige à 20 centimètres, qui était à peu près l'épaisseur de neige tombée depuis 6 jours, en tenant compte du tassement produit par le gel nocturne et le balayage du vent. On trouva une grande plaque de neige agglomérée avec du sang. Voilà donc l'endroit où Berg avait fini, derrière le rideau de nuages, et à partir de là, rien. La neige, vierge, tout autour, à part les traces de Langlois, du gendarme et de ceux qui les avaient rejoints.
on fit des patrouilles pour rechercher le corps. Non plus au hasard comme pour Marie Chazotte, mais méthodiquement, par escouade de 4. Chaque escouade, commandée par un gendarme dans des secteurs précis, marqués au crayon par Langlois sur une carte du canton. On ne trouva rien. Il y avait évidemment 99 chances sur 100 pour que la neige et le dégel rendraient le corps, mais le dégel n'avait pas rendu le corps de Marie Chazotte. Au bout de 15 jours, Langlois rentra au café de la route, reprit la longue pipe en terre, les pantoufles et la casquette en peau de bichard. « Ce qu'il me faudrait savoir, dit-il, c'est pourquoi on les tue et pourquoi on les emporte. Ce n'est pas pour voler, ce n'est pas des assassinats de femmes, puisque Berg et d'ailleurs Ravanel-Jean, si on était chez les Zoulous, je dirais que c'est pour les manger, à part ça, moi je ne vois rien. » On donna de nouveau des mots de passe très stricts à tout le monde. On ferma l'école. On recommanda de ne sortir du village sous aucun prétexte, même en plein jour. D'ailleurs toujours bas, sombre, bleu, neige et nuages. Les sorties absolument obligatoires seraient faites en commun et sous la garde de 2 gendarmes. Et dans le village même, il était recommandé de ne pas sortir seul, d'être au moins 2, les hommes, et au moins 3, les femmes. 2 gendarmes étaient en permanence sur la place du village. Les 4 autres, 2 par 2, faisaient des rondes autour de l'agglomération. 2 fois par jour, Langlois remettait ses bottes et faisait une inspection soignée, fouinant dans tous les cours, les basses-cours, les recoins, les cul-de-sac. À 3 heures de l'après-midi, dernière corvée générale pour tout ce qui avait à faire, bois, fourrage, pour ceux qui avaient des greniers séparés des habitations, et à 4 heures, couvre-feu, les patrouilles de dehors rentraient. La compagnie au complet faisait le tour de toutes les maisons, les unes après les autres, et une sentinelle restait à la guérite sur la place 2 fois. Dans la nuit, patrouille dans le village. Langlois avait fait pendre à la porte de chaque maison une vieille bassine ou une trique. À la moindre des choses, ordre était donné de tambouriner à coups de trique sur la bassine de toutes les forces. « J'aime mieux, avait dit Langlois, me déranger 20 fois pour rien plutôt que de rater la fois qui compte. Alors, allez-y, n'hésitez pas, si vous avez peur tabasser. » Il était très bien, Langlois, des moustaches fines, un beau plastron, de la jambe, il savait parler, et pas fainéant. D'après ce que je vous ai dit, les gens vous font peut-être un peu l'effet de Froussard. Naturellement, nous n'y sommes pas, c'est eux qui y sont, et pourtant ils ne tambourinèrent pas à tout bout de champ sur les bassines, ils ne tambourinèrent qu'une fois, l'après-midi où Calas Delphin fut rayé de la surface du globe. Je n'y peux rien, dit Langlois après 8 jours de jurons et de courses à travers des bois perdus dans les nuages. Je n'y peux rien. Je ne suis pas Dieu et vous êtes de sacrés imbéciles. Je vous ai dit et répété, ne sortez pas seul, même en plein jour. Votre Delphin, sa femme, prétend qu'il a voulu sortir seul pour se poser sur le fumier. Je comprends ça, mais c'est facile dans ces cas-là de ne pas s'endormir. Hop, et ça y est, vous m'avez compris. Il ne s'agit pas d'en faire un tableau de maître. Quand elle s'est décidée à tabasser sur sa casserole, il y avait plus d'1 heure que votre Delphin était parti. Je lui ai dit mes crânes de piaf. Au bout de 5 minutes, il fallait tabasser. Elle me dit, le Delphin y mettait plus de 5 minutes. Il avait l'habitude d'y fumer sa pipe. Sacré chameau. Enfin, en voilà encore un. Et celui-là, il nous l'a pris dans la main. J'ai l'air fin, moi. Calas. Delphin Jules, celui-là, on sait comment il était. Il s'était fait tirer le portrait avec Anselmi, sa femme, se tenant tous les 2 par le petit doigt. À peine 2 ans avant, le portrait est ici, chez Honorius. Je l'ai vu, allez-y, vous le verrez. Les Honorius sont de corps, mais la belle-sœur d'Honorius, enfin, je ne sais pas, des trucs de cousin germain, dont j'avoue que je ne sais pas très bien. D'habitude, ces choses-là, on doit les savoir. Là, c'est vague, je ne sais pas très bien. Ce qu'il y a de certain, c'est que la belle-sœur, la cousine, a hérité d'un Calas, d'ici. Non, je sais. Attendez, voilà. Ça m'a mis sur la voie. Ce n'est pas la belle-sœur ni la cousine, c'est la tante d'Honorius, la sœur de sa mère, qui a hérité d'un Calas, qui était son beau-frère.
le frère de son mari et le petit-fils du frère de Calas Delphin, Jules. Là, on y est. Je savais que je me souviendrais. J'ai suivi les filiations de tous ceux qui ont participé à la chose pour voir de quelle façon ils figurent maintenant dans les temps présents. Mais nous en parlerons plus tard. À la mort de la tante, il y a eu un arrangement. Et les Honorius de Corps ont eu en jouissance la maison d'ici et en propriété les meubles qu'elle contenait. La maison, c'est là où ils ont ouvert l'épicerie-mercerie et les meubles. C'est là où j'ai trouvé la photo de Calas Delphin Jules d'Anselmi. Anselmi, on comprend Langlois. Elle devait se tenir devant lui comme elle se tient sur le portrait, sûrement habillée du dimanche dans cette occasion-là, puisqu'elle était veuve. Corps incompréhensible dans des jupons, corsages, tournures, ceintures qui le gigotent, le fagotent et l'entourloupent de tous les côtés à contresens. Tête de chèvre, des yeux de mammifère antédiluviens, une bouche en train de scier, deux trous de narines tournés vers la pluie. Plus têtue qu'une mule, têtue comme une statue de mule. À côté d'elle, Delphin Jules, dont la dernière joie, depuis qu'il avait eu l'imprudence d'agripper le petit doigt d'Anselmi, la dernière joie, et pour laquelle elle avait risqué la mort, était d'aller fumer sa pipe, posée sur le fumier. Mais autant que peut le laisser encore entrevoir le vieux daguerréotype jaune et pâle, il y a, dans les traits de Delphin Jules, une petite indication qu'il ne faut pas négliger. Il a le visage rond et poupin, agrémenté de deux espèces moustaches en croc qui soulignent la largeur des joues, la lourdeur du menton et l'importance des bajoux qui s'appuient en trois plis sur le col Souvarov. Si à l'époque on avait pu faire de la photographie en couleur, il est incontestable que nous pourrions voir maintenant que Delphin était construit en chair rouge, en bonne viande bourrée de sang. Ravanel, Georges, si on en juge par le Ravanel qui de nos jours conduit les camions, avait également cet attrait. Marie Chazotte, évidemment, n'était pas grosse et rouge, mais précisément, elle était très brune et par conséquent très blanche. Mais quelle est l'image qui vient tout de suite à l'esprit et dont je me suis servi tout à l'heure quand on veut indiquer tout le pétillant, tout le piquant de ces petites brunes? C'est 2 sous de poivre. Dans Marie Chazotte, nous ne trouvons pas l'abondance de sang que nous trouvons chez Ravanel, qui fut guetté, chez Delphin, qui fut tué, mais nous trouvons la qualité du sang, le vif, le feu. Je ne veux pas parler du goût, je n'ai, comme bien vous pensez, jamais goûté le sang de personne, et aussi bien je dois vous dire que cette histoire n'est pas l'histoire d'un homme qui buvait, suçait ou mangeait le sang. Je n'aurais pas pris la peine à notre époque de vous parler d'un fait aussi banal. Je ne veux pas parler du goût, qui doit être simplement salé. Je veux dire qu'il est facile d'imaginer, compte tenu des cheveux très noirs, de la peau très blanche, du poivre, de Marie Chazotte, d'imaginer que son sang était très beau. Je dis beau, parlons en peintre. Je n'oublie pas Berg, non pas qu'il soit très important, le pauvre, mais il était courageux, généreux, spontané. Lui n'est pas une victime, il est un adversaire vaincu. C'est comme si Langlois avait disparu. Il existe évidemment un système de référence comparable, par exemple à la connaissance économique du monde, et dans lequel le sang de Langlois et le sang de Berg ont la même valeur que le sang de Marie Chazotte, de Ravanel et de Delphin Jules. Mais il existe, enveloppant le premier, un autre système de référence dans lequel Abraham et Isaac se déplacent logiquement, l'un suivant l'autre, vers les montagnes du pays de Moria, dans lequel les couteaux d'obsidienne des prêtres de Quetzalcoatl s'enfoncent logiquement dans des cœurs choisis, mais nous en sommes avertis par la beauté. On ne peut pas vivre dans un monde où l'on croit que l'élégance exquise du plumage de la pintade est inutile. Ceci est tout à fait à part. J'ai eu envie de le dire, je l'ai dit. Langlois décampa les premiers jours de mai. Les gargouilles et les chéneaux eurent beau gémir sous d'énormes ruissellements de pluie. On n'était plus rassuré par l'arrivée du printemps que par la présence de la compagnie de gendarmes. Beaucoup de gens qui ne dormaient plus depuis 3 mois retrouvèrent le sommeil au son des grands torrents dévalant les combes. Dès les belles lumières de la fin des pluies, quand le jocon émerge des lambeaux de brume comme une pure émeraude, que le lointain véhément miroite, que le glissement des nuées vermeilles découvre le haut pays d'ombre et de glace qui dort sur le Lobiou, le Ferrand et le Taillefer. On eut la sensation de revivre, exactement de vivre une deuxième fois, et l'envie de profiter de tout ce dont on n'avait pas profité la première fois.
C'est de cette époque que date le cercle des travailleurs qui fonctionne encore. Le père de Burle, le père de Cater, la mère de Sazera, le père de Pierrinard, la mère de Julie, le père de Raffin, la mère d'Antoinette Save, la mère de Lambert, la mère d'Horatius, la mère de Clément, le cousin Cléristin, celui qui lui a légué la grange du cimetière des protestants. Fernand Pierre, qui a été le plus vieux du canton et qui est mort il y a 3 ans, sont tous nés en mars-avril 45. On trouve par exemple que la belle maison de René Martin, qui lui vient de son père, avait été léguée à son père par un nommé Coursier, dont la famille s'est éteinte, car il était célibataire. Le legs est de juillet 44. Sazera. Son père était instituteur parce qu'un nommé Richaud, Marie, sans enfant, paya ses études aux écoles de Grenoble. Sazera peut vous le dire, son père quitta l'école en 39. Il avait 5 ans, il gardait les vaches. En juin 44, Richaud se chargea, par devant notaire, de l'entretenir jusqu'à son brevet d'instituteur. Ainsi, dans les registres de l'état civil de la commune et dans les archives notariales de Prébois, il reste des traces de la tentative que pendant le printemps et l'été 44, les gens d'ici firent pour revivre en dehors du système ordinaire. Dès le début de l'hiver, Langlois revint. Il était seul. Il logea son cheval chez le maire, mais il porta son havresac au café de la route. « Je suis un vieux célibataire, dit-il, et là-haut, je gênerai la mairesse. Ici, je peux fumer ma pipe et rester en pantoufles. Et j'aime la compagnie. Il ne s'agit plus de service. Je suis en congé de 3 mois. » Enfin, il dit tout ce qu'il fallait pour qu'on prenne l'habitude de le voir derrière les vitres du café, assis à califourchon sur sa chaise, en train de regarder tomber la neige. Il avait de fort belles armes. Il en prenait grand soin. La tradition en est restée. Pour un fusil qui est nickel, on dit encore qu'il est Langlois. Il aligna ses pistolets sur une table de marbre à côté de lui. Il les graissa, les essuya, fit jouer les ressorts à vide. Il en lima soigneusement les détentes. Ça part au millimètre, dit-il. Il visait les flocons de neige et il les tenait au bout du canon de ses pistolets pendant tout le temps de leur descente, sans les lâcher d'un poil. Il chargea ses armes, il les installa à portée de sa main. Et maintenant, dit-il, je fais le bourgeois. Et il assura son bonnet de police en casseur d'assiettes, bourgeois d'une bourgeoise, qu'avait un violent parfum d'Abdelkader. Le café de la route, à cette époque, était tenu par une surnommée Saucisse, une vieille lorette de Grenoble qui avait décidé de passer ses 60 ans au vert. Réalisation sans doute du rêve de tout son service actif. Une maîtresse femme, plantée comme un roc et forte, d'une gueule avec laquelle elle sonnait volontiers la charge dans les oreilles de ceux qui essayaient de lui marcher sur les pieds. Elle n'avait jamais rôti de balai que dans des sous-préfectures ou des villes de garnison, ce qui exige évidemment de la cuisse, mais surtout un sens profond des affaires et une solide imagination, y compris la connaissance des 2 mondes superposés. Il ne faut pas oublier que ces femmes-là, sur la fin de leur gloire, consolèrent tout le contingent des vieux officiers subalternes retour d'Algérie et du paradis d'Allah. Naturellement, avec Langlois en tout bien, tout honneur, ils s'entendaient comme cul et chemise. L'hiver, le café de la route chômait. Vers les midis, 4 ou 5 venaient y boire pour un sou de Gloria. Ils restaient là jusqu'à 3 heures à dormir autour du poêle. Saucisse s'asseyait près de Langlois et ils discutaient de la marche du monde. « Qu'est-ce que tu ferais d'un homme mort, toi » disait Langlois. « Rien, disait-elle. »« Évidemment, disait Langlois. C'était comme les années précédentes, un hiver lourd et bas, noir de neige. »« Un sacré trou, disait Langlois. »« Ça vaut Grenoble, disait-elle. »« Pas de ton avis, disait Langlois. » Autour du poêle, les vieux puaient le velours chauffé et la chic. « Qu'est-ce que tu entends par « ça vaut » disait Langlois. « Qu'est-ce que tu y trouves à Grenoble » disait-elle. « Rien, disait Langlois. Il y a un village du côté de Mer-el-Oued, disait Langlois, c'est pareil. Il n'y a pas de neige, disait-elle. Non, mais il y a du soleil, disait Langlois. Page 53.